Vous êtes-vous déjà demandé s'il était possible de traverser ON avec comme unique partenaire un Love Disc? Une question incongrue, une question à laquelle j'ai décidé de répondre. Bienvenue sur la chaîne du Père Castorno, là où les histoires du monde des Pokémon prennent vie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou redécouvrir l'intégrale d'un défi un peu fou. Et si on traversait ON avec juste un Love Disc? Love Disc, Pokémon des amoureux, a-t-il ce qu'il faut pour triompher des 8 champions d'ON et de la Ligue des Terres-Nara? C'est ce qu'on va voir. Mais avant ça, attardons-nous quelque peu sur les règles inhérentes à ce type d'aventure. Love Disc sera le seul Pokémon autorisé à participer activement au combat. J'insiste sur le activement, bien que ça concernera en tout et pour tout un seul combat. Les esclaves seront autorisés pour franchir les obstacles naturels de la région, tels les rochers à éclater ou à pousser hors du chemin. Et enfin, aucun objet issu du sac ne pourra être utilisé en combat. Seuls les objets tenus seront autorisés. Je crois que tout est bon. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour une histoire pleine d'amour et de haine. Magnéton, Serge. Imaginez qu'un jeune dresseur originaire de Johto, qu'on nommera Roméo, débarque avec sa petite famille en ON, à Bourg-en-Vol. Il s'empresse de rencontrer la fille de la voisine, une certaine Flora. On l'aurait bien renommée Juliette, mais passons. Après un échange de banalités, Flora s'en retournait sur son PC mettre à jour son Skyblog, laissant Roméo quelque peu pantois. Revenu au dehors, le jeune garçon se voyait télé par une gamine, elle-même alertée par des cris un peu plus au nord. Prenant son courage à deux mains, Roméo trouvait l'origine des appels à l'aide. Un homme en blouse blanche se faisant courser par un zigzaton en pleine fonce dalle. Ce même homme, ayant laissé tomber un panier qu'il destinait sans doute à sa mère grand, Roméo jetait un coup d'œil à l'intérieur. 3 Pokéballs l'y attendaient, dont une contenait un Love Disc. Notre Montaigu s'en amourachait instantanément, l'envoyant au combat contre le zigzaton. Quelques charges plus tard, la bête affamée était envoyée au tapis, pour le plus grand bonheur de l'homme attaqué. Ce dernier s'avérait être le professeur Seco, le scientifique du coin et accessoirement le père de Flora. En remerciement pour ce sauvetage bienheureux, Seco offrait à Roméo la garde permanente du Love Disc que le protagoniste renommait Lova Lova. Cette adoption actée, le chercheur envoyait Roméo à la recherche de sa fille, elle aussi en grande vadrouille dans les hautes herbes. Une petite marche s'imposait alors. L'occasion idéale de présenter plus en détail la vedette de cette histoire. Le Pokémon Rendez-vous. De type eau pure, il était de fait très sensible aux capacités électriques et plantes, mais résistant à l'acier, à l'eau, au feu et à la glace. Côté offensif, si l'élément aquatique octroyait à Love Disc une efficacité accrue sur les types feu, sol et roche, il devrait s'incliner face aux dragons, aux plantes et bien évidemment face aux autres Pokémon eau. Cette dernière donnée va s'avérer légèrement handicapante, mais chaque chose en son temps. En parlant de handicap, jetez donc un coup d'œil sur les bases stats de la bestiole. 30 en attaque, 40 en attaque spéciale. À titre de comparaison, Aspico c'est 40 de base stat en attaque, et Melo c'est 45 de base stat en attaque spéciale. Au secours! 55 en défense, 65 en défense spéciale. Je serais tenté de vous dire que c'est correct. Seulement, avec une base PV de 43, je vous dirais plutôt que les futurs coups portés à Love Disc seront bien souvent rédhibitoires. Encore à titre de comparaison, Chenipote a une base PV de 45. Oui, Chenipote, le petit insecte de base de cette région d'ON. Le seul point positif enfin, 97 en vitesse. Lova Lova ne tapera pas très fort, mais au moins il tapera souvent en premier. On notera d'ailleurs le talent glissade de Love Disc qui pourra doubler cette stat de vitesse sous la pluie en plus de booster ses attaques haut. J'ajoute que 75% des Love Disc sont des femelles, ce qui était le cas du Pokémon de Roméo. Un détail me direz-vous, mais pas tant que ça. Pas tant que ça du tout. Voilà.
J'ajoute aussi qu'à cette période d'Owen, ce sont les types qui déterminent si une attaque est physique ou spéciale. Donc les attaques hautes sont spéciales et les attaques normales sont physiques. Je choisis ces types parfaitement au hasard. Et je ferai en sorte que ce récit ne soit pas trop vulgaire. Après, je vous promets rien. Revenons aux pérégrinations de notre amoureux transi. Ce dernier avait retrouvé Flora, qui lançait un combat avec son Arco, une bagarre qui menait au chaos de Lova Lova, ce dernier succombant à un coup critique après avoir pourtant baissé à fond l'attaque de son adversaire avec charme. Mais c'était que de l'amour. Je vais être clair. Dites-vous qu'à l'instar de certaines personnes qui additionnent les addictions, Lova Lova allait lui additionner les déceptions. Une deuxième tentative, face à la fille de Seko, en usant toujours de charme avant de bourriner avec charge, trouvait une issue plus heureuse. De quoi convaincre le papounet que notre protagoniste avait un petit truc en plus et lui remettre un Pokédex. Un Pokédex qui ne serait jamais rempli. Ou pas beaucoup. Grisé par ce succès, Roméo se disait alors qu'il pourrait entamer un grand tour d'Owen et se farcir les 8 arènes et la ligue en usant seulement de son Love Disc en combat. Oui, il avait bien un petit truc en plus, ce protagoniste. Il était dingue. Ou Red Dingue. Direction donc Mérouville, siège de la première arène. Une sacrée trotte qui impliquait de passer par la route 102, disputer quelques combats, ramasser des baies au rang, avant un petit interlude à Clémentiville où Roméo allait à la rencontre de son père, Norman, champion de la petite bourgade. Un champion que Roméo ne pourrait affronter qu'une fois en possession des 4 premiers badges d'Owen. Ce petit coucou au paternel s'accompagnait d'une rencontre avec Timmy, un jeune garçon chétif en quête d'un premier Pokémon. Notre héros accompagnait le frêle bonhomme dans les hautes herbes afin que celui-ci attrape un Tarsal. Tarsal qui avait lui une base de 45 en attaque spéciale, soit plus élevée que celle de Lova Lova. Traumatisé moi? Oui. Roméo et son partenaire entamaient ensuite la traversée de la route 104, puis du bois Clémenti. La brève incartade d'un membre de la team Aqua permettait à Lova Lova de se tester une toute première fois face aux antagonistes azurés de la région. Un franc succès largement permis par Charme, décidément en vogue dans ses rencontres initiales. Hélas, cette même attaque charme n'était d'aucun secours face au balignon d'une fillette au sortir de la forêt. Mais c'était que de l'amour. Heureusement, cette bien trop puissante adversaire pouvait être esquivée, ouvrant aux natifs d'Oliville, et non de Vérone, une voie directe vers Mérouville. Ah, Mérouville, cette cité respirant le bon vivre, lieu de villégiature de la Devon SARL et de Roxane, la championne du type roche, un type contre lequel Lova Lova avait l'avantage. Quoique ça, c'était à condition de posséder une attaque eau, pas encore le cas du petit cœur battant, qu'à cela ne tienne. La petite route au nord de Mérouville, regorgée de hautes herbes, regorgeant elle-même de Pokémon sauvages, prêts à servir d'entraînement au Love Disc. Enfin, pas les Ningal, parce que c'est résistant les Ningal, mais c'était que de l'amour. Bref, en terrassant surtout des Mediana, bien plus coopératifs, Lova Lova atteignait le niveau 12, synonyme d'apprentissage d'une première capacité de son type, pistolet à eau. Une première capacité eau donc. Et la dernière qu'apprendrait ce Pokémon par montée de niveau. Autant vous dire que Roméo allait longtemps se coltiner ce stab basique. Maintenant, cela suffisait amplement à notre héros au moment de défier les dresseurs de l'arène puis Roxane. Ces 2 premiers racailloux étaient proprement annihilés avant qu'une gestion intelligente du Tarinor avec charme et un mitraillage d'attaque eau ne conduisent à l'inévitable défaite de l'égérie policière. Ceci malgré une baie tenue et 2 potions dégainées. Comme quoi, peut-être bien que Lova Lova fut jusque-là sous-estimé. Allait-il finalement confirmer le vieil adage disant « à cœur vaillant, rien d'impossible ». En tout cas, les événements s'enchaînaient pour Roméo, désormais en possession d'un premier badge. À peine sorti de l'arène qu'il était à nouveau témoin d'un vol de paquets impliquant un sbire de la Team Aqua. Le 10 sbire se faisait traquer par notre protagoniste jusque dans le tunnel Mérazon, encore bloqué par des rochers. Le Forban ayant tenté une pâle prise d'otage en s'emparant du Goélise d'un vieil homme, la rixe s'avérait inévitable. Une rixe remportée par Love Disc. Une rixe aux nombreuses conséquences. Le vieillard, un certain monsieur Marco, pouvait récupérer Goélise.
aka Pico. L'employé de la Devon récupérait son paquet dérobé avant de présenter Roméo à son patron. Le dit patron, Monsieur Rochard, offrait à notre amoureux transi de transporter le même paquet jusqu'à Poivre-Sel afin que ce dernier ne soit plus perdu / dérobé, en plus de confier au héros une lettre à destination de son fils, Pierre, sur l'île Myokara. L'île Myokara, abritant la deuxième arène d'Oen, cette course semblait une bonne excuse pour s'y rendre, d'autant qu'en guise de remerciement, Monsieur Marco proposait à Roméo d'effectuer gratuitement la traversée vers le hameau reculé à bord de son chalutier au Roland de poiscailles avariées. Un charmant endroit que ce village Myokara. Je crois avoir déjà parlé de la générosité insulaire lors de mon propre périple en ce lieu reclus, mais elle s'opérait aussi avec Roméo. En premier lieu, un pêcheur lui remettait une canne, un artefact fort utile pour pêcher. C'est bien, il y en a qui suivent. Seulement, pourquoi en user et attraper un Magikarp si Love-Disc devait être le seul compagnon combattant de Roméo à travers Owen? Déjà, afin de la renommer Juliette pour des raisons évidentes. Ensuite, pour stocker cette jolie prise au PC durant une longue période et la ressortir le moment venu. Un peu comme un item quoi, sauf que là, l'item était vivant. Ceci fait, place au second lieu et ce non moins généreux jeune homme remettant à notre protagoniste un mouchoir soie. Cet objet, vous devez bien le connaître si vous suivez cette chaîne, mais un petit rappel c'est toujours utile, et pas que pour ressusciter avec 50% de sa vie. Le mouchoir soie augmente de 10% la puissance des attaques normales lorsque celui-ci est tenu par un Pokémon. Pas forcément utile pour Lovalova au moment d'aller se tester dans l'obscurité de l'arène insulaire, spécialisée dans le type combat. Pistolet à eau devrait largement faire l'affaire et... C'est que de l'amour ? Bon, disons qu'aller traverser cette fois l'obscurité de la grotte granite serait une bonne occasion de progresser entre des Makuhita plus dociles, des Ténéfix et des Galékides, et il y avait de l'expérience à se faire jusqu'au niveau 22, en plus de tomber sur Pierre Rochard durant l'opération, histoire de se débarrasser du lourd poids qu'était cette lettre en papier de son papounet, même que Roméo recevait une CTL d'acier en échange. Chouette, une attaque complètement inutile dans cette histoire. Cet avancement significatif en termes de niveau serait-il profitable à Lovalova au moment de braver les ombres et se frotter à Bastien ? Il y avait de l'espoir. Machoc tentait certes de se placer en attaque et en défense, mais Charme était encore là pour contrer tout ça, de quoi enchaîner les pistolets à eau jusqu'à un coup critique fatal au Pokémon adverse, sans être trop endommagé pendant le processus. Meditika s'obstinant à vouloir tenter des mitres à point, une attaque ne pouvant réussir que si l'on ne subissait pas de dégâts durant son tour de chargement, je le rappelle, cette partie du combat n'avait guère d'intérêt, sinon que le champion usait de sa super potion pour recommencer la même folie. En vain, la folie, c'est pas de recommencer toujours la même chose en espérant un résultat différent, je crois en avoir déjà causé durant le voyage de Glacia, quoique maintenant, Bastien s'appropriait ce lieu commun. Enfin, je me moque, mais Arceus sait à quel point Roméo allait recommencer lui aussi, au point d'en rendre jalouse Santa. Il faudrait déjà recommencer contre Bastien, car son Makuhita finissait par prendre la mesure de Lovalova au bout de quelques tours. Charmer le petit sumo ne suffisait pas face à ses gonflettes à répétition, d'autant que Pistolet à eau ne tapait pas des masses. Mais c'était que de l'amour. Ok, je vais arrêter avec cette excuse, parce que sinon la moitié de cette aventure va se résumer à cette putain de phrase. À l'essai suivant, c'est Machoc qui se muait en obstacle impassable. Merci Point Karaté et son auto de critique. Une baie au rang en guise d'objet pour Love-Disc et ses 10 PV rendus n'y changeaient rien. Il fallait au final une tentative assez chanceuse pour que Roméo se sorte de ce traquenard. Machoc était mis au tapis au terme d'un face-à-face tendu, durant lequel Bastien usait de sa super potion et Lovalova consommait sa baie au rang. Dans un contexte similaire au premier combat, Meditika rejoignait bien vite le banc des KO, permettant à Love-Disc de se présenter dans une relative bonne santé face à Makuhita. Un enchaînement de charmes, contrebalancé de quelques gonflettes, réduisait au strict minimum la réponse offensive de Bastien, avant qu'un coup critique ne manque de terrasser le Pokémon combat, qui consommait sa baie citrus. Une surprise malheureuse, immédiatement compensée par un nouveau crit de pistolet à eau, de quoi empocher la victoire au tour suivant avec seulement 3 PV restants. Notre héros et son compagnon d'infortune pouvaient souffler, au moins provisoirement. Il était temps pour ce duo de l'amour de reprendre la mer.
vers Poivre-Sel cette fois, non sans devoir écouter les élucubrations de Monsieur Marco à bord du chalutier. « Oh, Roméo, regarde, il y a une épave sur ce chenal. Peut-être contient-elle des trésors qui te seront un jour utiles à l'avancement de ta quête ?» Oui, c'est ma voix de vieux mystérieux. Maintenant, poursuivons un peu si vous le voulez bien. Lors d'une visite au musée océanographique de Poivre-Sel, Roméo tombait sur le capitaine Poupe, destinataire du paquet de la Devon. S'ensuivait une intervention de la Timacoa qui voyait encore Love-Disc prendre l'avantage sur ses fanatiques de la mer et passer niveau 24, apprenant au passage l'attaque bélier en remplacement de charge. Pas la capacité la plus précise du monde, et qui provoquait des dégâts de recul pour ne rien arranger. Mais c'était toujours mieux que charge. C'est dire, cette double confrontation remportée était aussi l'occasion de rencontrer et se faire menacer par Arthur, leader de cette équipe de branquignoles. On a déjà suivi les plans de la Timacoa dans 2 précédentes aventures en ON sur cette chaîne, alors je passerai largement sur les détails. Disons simplement que Roméo ne prenait pas au sérieux ses idéalistes forcenés et poursuivait sans tarder sa route vers le nord. Une route vers le nord qui a mené l'amoureux transi face à Flora, désireuse d'engager les hostilités. Un bélier et un pistolet à eau disposaient de son goélise, tout juste bon à rugir. Par contre, son masco était autrement plus résistant. Possédait Volvi pour frapper super efficacement Lova, en plus de se soigner par-dessus le marché. Vous l'aurez compris, c'était une branlée. Heureusement, Roméo n'avait pas forcément affronté tous les dresseurs du coin, ce qui donnait une marge de progression importante à Lova en termes d'expérience et de niveau. Encore qu'il ne fallait pas tomber sur des balignons, mais l'abnégation de Roméo finissait par payer. Au niveau 28, Lova était en mesure d'apprendre Attraction, une capacité à même de rendre amoureux l'adversaire, si tant est qu'il fût du sexe opposé au lanceur. Un Pokémon rendu amoureux n'a qu'une chance sur 2 d'attaquer, comme un Pokémon confus, sans limite de tour, du moins tant que le lanceur n'était pas retiré ou mis KO. Dans le cas présent, Love-Disc pourrait user d'attraction sur tous les Pokémon mâles qu'il rencontrerait au cours de son périple. Bien plus utile que Hâte donc. Ah oui, fun fact quand même, en dehors de Hâte, justement, Love-Disc n'avait aucun accès à aucune autre attaque de boost, que ça soit par montée de niveau ou par CT. Ainsi, et contrairement à Canartichaud, pour ne citer que lui, il n'y aurait rien à espérer de ce côté-là pour le Pokémon rendez-vous. Retour face à Flora. Flanqué du mouchoir soie pour booster Bélier, Lova n'était malheureusement pas en mesure de one-shot Goélise, sans grande incidence toutefois, le petit oiseau ne tapant pas fort et ratant son ultrason. Par chance, le masco de Flora était un garçon, comme 87,5% des lignées évolutives des starters dits classiques. De ce fait, Love-Disc pouvait user de son sexe pour rendre amoureux le Pokémon plante. Ok, je vais reformuler. De ce fait, Love-Disc pouvait rendre amoureux l'évolution d'Arco. Ça ne portait pas ses fruits directement, mais il était notable que Masco ne possédait pas encore lame-feuille en guise d'offensive. Volvi s'avérait quelque peu limité, même en étant super efficace. Ajoutons à cela l'amour qui faisait enfin effet, et Lova pouvait en quelques tours venir à bout de son némésis. Derrière, l'Imagma n'était qu'une formalité. Roméo pouvait exulter. Il avait vaincu sa rivale. Peut-être pas totalement à la régulière, certes, mais il allait falloir de cette roublardise pour continuer d'avancer. Étape suivante, Lavandia, une charmante petite ville. Une charmante petite ville dans laquelle notre protagoniste pouvait récupérer un vélo gratis. Une charmante petite ville dans laquelle un scientifique remettait au héros l'ACS Éclate Rock. Une charmante petite ville où l'on croisait Timmy, des retrouvailles émouvantes, donnant lieu à un combat expédié aussi vite qu'un colissimo. Oui, vraiment une charmante petite ville que Lavandia, si l'on exceptait un tout petit et pourtant pas si anodin minuscule micro-détail. Son arène locale spécialisée dans le type électrique. Résolument optimiste, Roméo souhaitait tout de même voir à quelle sauce il serait mangé. Il n'allait pas être déçu. Une confrontation face au premier dresseur de la bâtisse tournait à l'humiliation. Un Dynavolt et un Voltorb unissaient leurs forces, sans vraiment forcer au final, pour venir à bout de Lova, pourtant en avance de 12 niveaux. Le message était clair. Notre pauvre Roméo n'aurait pas la tâche facile ici. Une grosse prise d'expérience s'avérait nécessaire. Arceus soit loué, Lavandia avait cet avantage d'être un carrefour entre 4 grandes routes pullulant de dresseurs en tout genre. Et pour vous éviter de subir de plein fouet liane ce farm ô combien passionnant, je vais laisser la main quelques minutes à une personne souhaitant vous passer un petit message. Yo les trashers. Ah non merde, c'est pas la bonne chaîne.
Bien le bonjour, c'est la mère Castorno à votre service. Vous passez un bon moment? Laissez-moi l'interrompre pour mettre les pieds dans le plat en vous rappelant de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ces petits gestes sont anodins, mais bien utiles. J'ai assez vu souffrir le père avec cette histoire. C'est pas vrai! Récompensons ses efforts. Bisous! Merci ma chère. Voilà une intervention rudement menée qui, comme vous le voyez, a permis à Love-Disc d'atteindre le niveau 33. De quoi redonner confiance à Roméo au moment de se présenter face à Voltaire, le champion de Lavandia. C'est avec un Voltorb que ce dernier ouvrait la confrontation. Un Voltorb résistant plutôt bien à Bélier, toujours boosté par le mouchoir soie, et qui avait l'occasion de répliquer avec une étincelle paralysante. Ceci fait, une attaque suicide suffisait déjà à mettre fin au combat, le coup critique étant, à mon avis, complètement anecdotique. Cette histoire va durer 4 heures. Non allez. Bien qu'un peu sonné par cette foutue bataille, Roméo retournait au turbin. Après tout, les choses ne pouvaient pas plus mal se passer. Forcément, si Voltorb avait eu un sexe, les choses se seraient sans doute mieux déroulées. Ne comptez pas sur moi pour reformuler à chaque fois. Je vous prierai donc de garder pour vous vos petits ricanements adolescents. Non, parce qu'il faut savoir que les Pokémon asexués ne pouvaient être touchés par attraction. Ceci obligeait Love-Disc à frapper comme un sourd lourdeau en espérant ne pas manger trop cher. Pas évident compte tenu du fait que l'adversaire tapait cette fois avec étincelle, puis onde de choc, et aussi compte tenu du fait que Bélier impliquait toujours des dégâts de recul. Mais ça passait. Ric-rac, mais ça passait. Ah, enfin un adversaire avec un sexe. Usant de ses charmes, tel une succube, Lovalova pouvait bien mieux gérer ce Dynavolt, ceci malgré le soin accordé par Voltaire. De quoi remporter la confrontation à coups de pistolet à eau, avant de voir débarquer un Magnéton, un autre Pokémon asexué se moquant complètement de pistolet à eau et disposant d'ondes de choc. Inutile de détailler la suite. En l'état actuel des choses, Roméo ne pouvait pas passer ce combat. Bon, nouvelle séance d'entraînement. Nouvelle séance d'entraînement jusqu'au niveau 36. Où Lovalova apprenait Doux Baiser, une attaque rendant confus l'adversaire et disposant d'une précision de 75%, soit 20 de plus qu'Ultrason. Quand je vous disais que Roméo devrait faire preuve de roublardise pour continuer d'avancer, Charme avait clairement joué son rôle, notamment contre Bastien, mais cette capacité ne serait d'aucune utilité contre les Pokémon électriques de Voltaire. Fort de cette nouvelle acquisition stratégique, Roméo en était persuadé, l'heure de la revanche avait sonné. Oh rage, oh désespoir. Voltorb et Dynavolt ? Gérable, surtout le deuxième nommé car il y avait la possibilité de le rendre amoureux et confus, soit quasiment inoffensif. Pour le reste, le réel némésis de Lovalova n'était finalement pas le Masco de Flora. Non, il se trouvait là devant vous, ce Magnéton des enfers, cette émanation directe de Giratina. Même rendu confus, il n'était pas possible d'en venir à bout. La bestiole avait même le choix du roi, frapper directement avec onde de choc, paralyser Love-Disc avec cage éclair, ou simplement s'amuser avec lui à coups de Sonic Boom. Voir les trois à la fois, En découlait un nombre de défaites incalculable. J'aurais beaucoup aimé vous mettre un petit compteur de mort comme le font d'autres compteurs en mon genre. J'aurais adoré, mais c'est un niveau d'âme, un niveau de supériorité humaine que je n'ai pas. À l'heure actuelle, tout du moins. Pas plus que Roméo d'ailleurs, qui manquait de s'arracher les cheveux quand sur une tentative, un coup critique lui permettait de miraculeusement passer Magnéton pour se retrouver face à Elexprint, l'ultime Pokémon de Voltaire. Bien qu'amouraché de Love-Disc, le chien électrique parvenait à paralyser le Pokémon Rendez-vous en terre inconnue. Une paralysie bien handicapante, repoussant à plusieurs tours l'utilisation de Doux Baiser, puis pistolet à eau. Et même avec ces deux handicaps, cette immonde saloperie était en mesure de passer 2 ondes de choc à la suite pour renvoyer notre Montaigu à ses envies d'empoisonnement volontaire. Il restait bien quelques dresseurs, éparpillés ça et là pour grappiller encore un peu d'expérience, notamment une famille au nord de Lavandia qui remettait au héros un bracelet macho, ou Mako, j'en sais rien et je m'en fous, une fois vaincu. Il y avait aussi une rubambelle de cyclistes sur la piste cyclable, logique, mais enfin pas de quoi fouetter un chaffreux. Et puis même, cette tactique basée sur la confusion passerait-elle mieux avec des niveaux supplémentaires Niveau 100 sûrement. Mais enfin soyons sérieux, indirectement,
La solution passait par cette petite promenade à vélo. Redescendu vers Poivre-Sel, Roméo y voyait l'occasion de mieux fouiller la cité portuaire. D'abord en s'attardant au marché, puis en allant faire un tour au fan club Pokémon. Là, un Kidam se proposait d'apprendre aux Pokémon de notre protagoniste l'attaque Vantardise. Une version clairement améliorée de Doux-Baiser. La capacité se fendait d'une précision de 90%, 15 de plus que Doux-Baiser. Surtout, elle avait l'avantage, mais aussi le désavantage selon la situation, d'augmenter l'attaque physique de la cible de 2 crans. Les dégâts de la confusion se basant sur cette statistique, Vantardise poussait en fait les adversaires à se frapper plus fort, ou frapper Love-Disc plus fort. Cela ne refroidissait pas Roméo, comme on dit à Vérone. YOLO. Voltorb était géré par la confusion et un bélier de forains. Il faut dire qu'à présent, Lovalova se présentait au niveau 38, soit quasiment le double de son adversaire. Dynavolt se voyait ensuite rendu amoureux puis aspergé de flotte, pouvant seulement placer un grondement inutile. C'est face à Magnéton que les choses se gâtaient. Vantardise échouait, laissant le champ électrique libre à l'ennemi mortel pour paralyser Lovalova, avant de le chatouiller avec Sonic Boom. Une seconde fanfaronnade faisait mouche, forçant les triplés à se taper tout seuls comme des grands avant de manger un pistolet à eau pour le dessert. Rebelote au tour suivant, où Roméo prenait le risque de lancer une nouvelle fois Vantardise pour encore augmenter les dégâts d'une éventuelle confusion. Le pari était payant. L'adversaire Oni se blessait une nouvelle fois. Lovalova n'avait qu'à lui asséner un ultime pistolet à eau pour le renvoyer au tartare. Restait Telexprint, qui jugeait bon de gronder plutôt qu'attaquer. Il n'en fallait pas plus à notre héros pour jouer de l'attraction. Le chien de la casse continuant à booster son attaque, Love-Disc se disait qu'il pourrait l'y aider encore un peu en jouant de son pipeau. La suite appartient à l'histoire et à la chance. En voici un petit résumé aussi factuel que possible. Elexprint ne se frappe pas, mais est amoureux donc n'attaque pas. La confusion d'Elexprint se dissipe, mais il est toujours amoureux. Love-Disc tape mollement avec pistolet à eau. Elexprint passe outre ses sentiments et frappe avec onde de choc, laissant un Love-Disc en pleine paralysie à 22 PV. L'amour reprend le dessus chez Elexprint qui se mange une troisième confusion et passe à plus 6 en attaque. Il finit par se frapper dans sa folie destructrice, ce qui l'amène dans le rouge et Love-Disc peut parachever ce combat beaucoup trop tendu avec un bélier salvateur. Difficile de dire ce que ressentait Roméo en cet instant. C'était un peu bizarre, un peu comme des des papillusions en pagaille dans le ventre. Était-ce vraiment la fin ? Non, c'était juste l'obtention du 3e badge. Un 3e badge ainsi que l'autorisation d'utiliser Éclate Rock hors des combats, permettant à ce périple de ne plus stagner et de se poursuivre vers le nord. Non sans devoir d'abord capturer un petit Maril en capacité d'utiliser justement la précieuse CS. Dites bonjour à Valentin. Valentin va se rendre très utile dans cette aventure. Déjà, il allait étreiner son rôle de briseur de cailloux dans le tunnel Mérazon, histoire de déboucher le passage et réunir 2 amants maudits, un peu comme Roméo et Juliette. Tiens, c'est pratique ça. Qui plus est, le karatéka, ainsi libéré du poids de l'abstinence, octroyait à notre héros la CS Force pour déplacer des rochers au lieu de simplement les dégommer. Force que pouvait aussi apprendre ce brave Valentin. On dit merci à Valentin. Direction ensuite le Grand Nord d'Owen. Une excursion seulement ponctuée de quelques combats jusqu'à Otekia, mais aussi d'une rencontre avec un étrange bonhomme remettant à Roméo la CT Force Cachée, une attaque de type normal, à 70 de puissance et 100% de précision. Du pain béni pour le natif d'Oliville. Adieu Bélier, ses dégâts de recul et sa tendance à rater. Pas grand chose à signaler à Otekia, sinon la disparition de l'intellectuel du coin. Le professeur Cosmo, soi-disant qu'il aurait suivi des membres de la team Magma, la même qui gardait jalousement l'entrée du téléphérique amenant au sommet du mont Chimney, le volcan de la région. Trop heureux de pouvoir vagabonder, avancer en ces terres cendrées sans avoir jamais plus à affronter de Magnéton, Roméo se mettait en tête de retrouver le scientifique manquant, marchant pour cela jusqu'au site Météore, aux confins de la route 114. En ce lieu mythique, où l'on dit que toutes les choses prennent fin, notre Montaigu était témoin d'une rencontre assez peu cordiale entre les 2 teams d'Owen. La bleue, qui défend la mer et en souhaite l'expansion, la rouge qui défend la terre,
et on souhaite l'expansion. Sachant que la vie est d'abord apparue dans la mer, j'aurais quand même tendance à soutenir les bleus, mais allez savoir. C'est peut-être mon côté calosien qui ressort. À cette île tout étant, Cosmo était bien là, sain et sauf, une fois les gredins partis. Le vilain rouge lui avait chippé une météorite, destinant cette dernière à un plan tarabiscoté au sommet du mont Chimney. Notre amoureux transi décidait de se rendre promptement au dit sommet, histoire de tirer tout ça au clair. Le téléphérique étant de nouveau accessible, l'ascension ressemblait plus à une petite pause pour souffler avant de se jeter dans la gueule du loup-garroch. Ça se chamaillait sec entre Power Rangers au bord du cratère, mais ce joyeux bordel permettait à Roméo de se diriger sans trop de peine vers Max, le boss de la team Magma. Son plan se révélait alors. Concentrer le pouvoir de la météorite dans une étrange machine pour faire rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. C'est cohérent. Malheureusement pour la menace, Love-Disc venait à la rescousse du camp du bien. Grayena tombait après avoir subi les affres d'un amour non réciproque avant que Nosferapti ne puisse rendre Lova confus et passer quasiment toutes ses cruelles, éteignant les flammes de l'amour avec une facilité déconcertante. Pendant ce temps, notre vedette du jour apprenait ce que ça faisait de se frapper dans sa confusion. 3 fois de suite. Une amère ironie manquant de ruiner cette partie, mais le petit cœur vaillant finissait par reprendre ses esprits pour écarter son adversaire avec un seul PV restant. Par bonheur, le dernier Pokémon de Max, Camerupt, souffrait d'une double faiblesse à l'eau. Un petit crachat suffisait à le renvoyer à sa Pokéball, signant la fin de cette chaude opération. Les scélérats décampaient sans demander leur reste, et Roméo restait un moment à observer le cratère et la machine, avant de se rappeler d'un détail capital. Ne devrais-je pas récupérer la météorite ? Oh, Roméo, pourquoi es-tu si étourdi, Roméo ? S'ensuivait une descente du sentier Sinuroc jusqu'à Vermilava, une localité thermale où l'on pouvait sauter à pieds joints dans un bain de pensée relaxante et agréable. Un endroit pas du tout stressant en somme, encore moins pour notre protagoniste, sachant que la reine du coin se spécialisait dans le type feu, avec le coup de foudre de guerre qu'était Lova, l'épreuve du feu, LOL, que représentait Adrian, ne devait être qu'une goutte d'eau dans l'océan de difficultés jusqu'alors traversé par Roméo. Comme son évolution, Chamallow possédait une double faiblesse aqueuse, de quoi rendre son passage sur le terrain quelque peu anecdotique. Entré en supplétif, l'Imagma se payait le luxe de résister à l'attaque super efficace, ceci malgré 17 niveaux de retard. Ça commencerait pas à sentir le roussi? Bon, le petit Adelave ratait ensuite sa purée de pois, car sûrement pas assez bien cuisiné, avant de se faire soigner, tanker une force cachée lancée par anticipation, et finalement rejoindre son inévitable destin. Partir en fumée. Tel celui de Max il y a quelques instants, le Camerupt d'Adrian n'avait pas voix au chapitre, ni même à la préface d'ailleurs. Tout allait bien dans le meilleur des mondes. Chartor demanderait 3 coups? Qu'importe, il ne tapait pas si fort avec plaquage. Alors à moins d'une paralysie malvenue, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Une attaque zénith. Une attaque zénith réduisant les attaques haut de moitié. Une attaque zénith propre à faire totalement paniquer Roméo qui jouait vantardise, augmentant de fait l'attaque de Chartor. La tortue passait alors outre sa folie, mettant Lova à portée de chaos. Tout dépendrait du prochain tour et d'une nouvelle confusion. Hélas, le Pokémon d'Adrian voyait déjà se dissiper son statut, plaquant une dernière fois Love-Disc. Donc, si on résume bien, Roméo venait de perdre dans une arène où il avait pourtant l'avantage de type, le tout avec à minima 12 niveaux d'avance sur ses adversaires. Vous portez des écouteurs? Un casque peut-être. C'est le moment de les enlever ou de baisser le son. Face à cet obstacle, clairement imprévu, Roméo devait donc s'y reprendre à 2 fois, en prenant pas mal de risques, comme rendre d'office confus le Pokémon signature d'Adrian, quitte à se prendre une grosse claque d'entrée. Ce coup-ci, la chance des K-Flip était du côté de notre héros avec 2 confusions transformées, combinées à 2 pistolets à eau. Il n'empêche, si même l'obtention du badge chaleur nécessitait de s'en remettre au hasard, qu'est-ce que ça serait pour les champions suivants? Qu'est-ce que ça serait face à Norman, futur adversaire de Roméo, comme le rappelait Flora à la sortie de l'arène? Pas franchement rassuré, le natif d'Oliville préférait d'abord s'en retourner à Otekia. En effet, le professeur Cosmo attendait toujours son caillou de l'espace, une remise en main propre qui valait bien la CT retour en guise de récompense. J'ai l'impression de parler de cette attaque à quasiment chaque vidéo. Basée sur l'amitié qu'éprouve le Pokémon à l'encontre de son dresseur, Retour peut atteindre à son paroxysme une puissance de 102, bien mieux que Force Cachée si l'on considérait que Lova porte suffisamment d'affection envers son dresseur, qui, on va pas se mentir, l'envoyait au Caspipodocus
à quasiment chaque combat. Mais enfin, disons que c'était raccord avec la thématique générale de cette histoire. Plus d'excuses à présent pour Roméo. Il lui fallait se rendre à Clémentiville et tenter sa chance, c'est le cas de le dire, face à son Daruma Daron. Dans cette arène spécialisée dans le type normal, les combats contre les sous-fifres se passaient pour une fois plutôt bien, sans que ce soit l'éclate, entendons-nous bien, mais l'attaque retour donnait un peu plus de poids offensif à Lova, surtout combiné au mouchoir soie. Suffisant pour triompher expressément du papa chéri? Eh bien... non. Sérieusement, qui y croyait? Autant Spinda ne présentait pas un gros danger. À part que son talent en tempo perso ne permettait pas de le rendre confus. L'amour toujours et une pluie de retour en venaient à bout, et c'est Vigoroth qui prenait la suite. Très vite victime d'un double statut dont vous connaissez maintenant bien le principe lâche au possible, l'évolution de Parécool était dans un premier temps solidement neutralisée, avant de se voir soigné par Norman et passer outre son torrent d'émotions contraires pour flanquer une rouste fatale de plus à Lofdisk. Si une deuxième tentative voyait ce dernier venir à bout du paresseux surexcité, c'était au prix d'une santé sévèrement entamée. La bonne fortune se poursuivait ensuite devant Linéon, incapable de placer la moindre attaque sinon contre lui-même. Un coup critique consécutif à un soin signait l'arrêt de mort du Pokémon fonceur au tour suivant, ce qui obligeait le champion à dégainer son dernier compagnon. Monaflémite. Déjà bien handicapé par son talent absentéisme, qui ne lui permettait d'attaquer qu'un tour sur deux, Monaflémite ressemblait à la victime idéale. Quelle était la probabilité qu'il puisse justement attaquer sur son tour d'action compte tenu de l'amour et de la confusion? Roméo n'avait pas fait les calculs. Il aurait peut-être dû. La raclée de trop pour le Montaigu. Quitte à devoir jouer avec les probabilités, autant jouer aussi avec les maths. Plus précisément, jouer avec les EV. Voilà quelque chose dont je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Les EV, ou points d'effort en français. Pour la faire courte, et surtout pour que ça soit clair au maximum, je passerai exceptionnellement par une définition Poképédia. Les EV sont des points qu'un Pokémon peut obtenir et qui permettent une augmentation de ses statistiques. Les EV sont des valeurs numériques qui existent pour chacune des statistiques d'un Pokémon. Les EV représentent une augmentation bonus des statistiques de son Pokémon. Mais comment qu'on obtient ces points? La première méthode consiste à utiliser des accélérateurs, comme la protéine, le fer, le calcium, etc. Chacun de ces objets donne 10 EV dans la statistique correspondante. Mais à 9800 Pokédollars l'unité, ces accélérateurs étaient un peu l'apanage des riches. Or, Roméo n'avait rien d'un Crésus, surtout à force de se faire détrousser le porte-monnaie à chaque combat perdu. Venons-en donc à la seconde méthode. Mettre KO des Pokémon, fussent-ils sauvages ou envoyés par des dresseurs. Chaque Pokémon abattu donne des EV dans une statistique donnée, bien souvent celle dans laquelle l'espèce est spécialisée. Grossièrement, un Levénard donnera des EV en PV, un Stélix en donnera en défense, etc. Alors attention, il n'est pas possible de gagner des EV en illimité. Chaque Pokémon peut s'en voir répartir 510 en tout, et 252 dans une statistique donnée. 4 EV gagnés équivalent à plus 1 de statistique. On peut donc, théoriquement, augmenter une statistique de 63 points grâce aux EV. Théoriquement, car dans les faits, Lova, ayant pas mal combattu avant d'arriver jusqu'ici, pour sûr qu'il avait déjà gagné, ou plutôt déjà gâché, pas mal de ses EV potentiels, les répartissant façon puzzle dans ses statistiques déjà médiocres. Il s'agissait maintenant pour Roméo de voir s'il pouvait répartir les EV restants sur des statistiques bien précises. Au hasard, l'attaque et l'attaque spéciale. Il se murmurait qu'en ON, les Spinda et les Limagma étaient de grands pourvoyeurs d'EV en attaque spéciale. Une chance qu'on en trouve à la pelle sur la route 113, la route cendrée. Ah, et vous vous souvenez du bracelet machin chose chouette là, obtenu précédemment au nord de Lavandia. Porté par un Pokémon, il doublait son nombre de V reçus. Voilà, c'est un peu technique, j'en ai parfaitement conscience, mais notre bon Roméo n'avait plus que ça à tenter pour améliorer un tant soit peu la puissance de son Lofdisk. Une image valant 1000 mots, voilà ce que donnait un passage de niveau après s'être farci quasiment exclusivement des Pokémon Pandatache et des flaques de lave, plus 7 en attaque spéciale. Intéressant, non? Même travail pour l'attaque cette fois, et pour cela rien de tel que des Médiénas sur la route 101. Roméo revenait ainsi à quelques pas de chez lui pour cette longue opération. 92 Médiénas plus tard, du moins c'est ce qu'avait compté notre protagoniste, il était temps de faire bonne mesure et revenir une nouvelle fois jusqu'à la route 113, histoire de passer niveau 48 en tabassant quelques derniers Spinda et Limagma, et assurer ses 10 000 pas sur Strava.
Résultat des courses, plus 13 en attaque, plus 2 en attaque spéciale. De toute évidence, tous les EV de Lovalova semblaient entièrement répartis. Retour face à Norman, avec des tentatives pas forcément couronnées de succès. Certes, ça faisait toujours un peu d'expérience pour le petit cœur d'amour, mais tout ceci ne manquait pas de légèrement échauder Roméo, qui décidait de ne plus forcément passer par sa pleutre tactique. Un peu de bourrinage, que diable! Que giratina. Grâce à des dégâts de retour significativement plus puissants, Spinda tombait rapidement, Love-Disc faisant dans le même temps fi de la confusion, ainsi que de la potion accordée par le padré à son Pokémon. Concernant Vigoroth et Linéon, le constat était sans appel. Les deux larrons se mangeaient un two-shot propre et net, et tant pis pour les 2 légers ravalements de façade encaissés. Au final, seul le Monaflémite nécessitait de passer par le pouvoir de l'attraction, puis de la confusion, Retour ne pouvant a priori pas mettre au tapis le paresseux géant en moins de 3 voire 4 coups. Une deuxième hyper potion n'y changeait rien, c'est bel et bien Lovalova qui finissait par l'emporter devant un Norman d'abord incrédule, puis hyper fier de ce que venait d'accomplir son fiston. Cette rencontre plus offensive qu'à l'accoutumée méritait bien l'obtention du badge balancier. Mais même pas le temps de niaiser, de fêter cet agréable moment dans l'intimité du coconfort familial. Un homme débarquait dans l'arène pour emprunter Roméo à son père. Une technique d'enlèvement assez culottée s'il en est, néanmoins l'homme en question n'avait en fait rien d'un kidnappeur. C'était le papa de Timmy, le frêle garçon que notre protagoniste avait aidé au début de son périple, avant de lui éclater sa race devant la reine de Lavandia. Oui, je sais, c'est pas gentiment dit, mais après mettez-vous à la place de Roméo. Il avait si peu l'occasion de remporter facilement une bataille. Bref, Timmy ayant visiblement trouvé sa voie, en espérant que ce ne soit pas celle de Lao Tzu, son papa s'en retrouvait comblé de joie. Il pouvait enfin vivre en paix avec sa mère. Cet acte désintéressé valait un beau cadeau à Roméo. La CS Surf, une puissante attaque eau, la plus puissante que pouvait apprendre Lovalova. L'enseignement de surf ouvrait également à notre équipée de l'amour la route vers le reste d'Owen et les dernières arènes. Ça débloquait aussi l'accès à pas mal de chenaux, dont celui entre Miocara et Poivre-Sel, où Monsieur Marco parlait auparavant d'une épave pleine de trésors. La dite épave s'avérait dans un premier temps pleine de dresseurs, que Roméo esquivait tant que faire se peut, jusqu'à tomber sur un scientifique lui demandant de trouver un scanner, quelque part dans l'épave. Sûrement pour faire une IRM. Près de ce même scientifique, notre amoureux transi tombait sur une clé, pas celle de son cœur ni celle des champs, mais bien celle d'une cabine jusqu'alors inaccessible, où se trouvait un exemplaire de la CT Laserglace. Finalement, Monsieur Marco n'avait peut-être pas menti. Il y avait bel et bien des trésors à bord, et potentiellement un scanner. À présent, je vais me permettre d'accélérer. Je pourrais rester des heures à vous raconter l'histoire de Roméo, mais ça serait se perdre dans une multitude de détails, d'autant qu'avec Surf et Laserglace, Lovalova gagnait suffisamment en puissance de frappe pour que les choses aillent plus vite. Roméo pouvait mettre les voiles en direction de Symmetronel, randonnée qui impliquait une route légèrement humide, seulement ponctuée d'une rencontre avec la Team Aqua au centre météo, qui décampait bien vite après une distribution de baffes à moitié prix. Trop heureux d'être sauvé, les météorologues remerciaient le protagoniste avec un Morpheo qui ne serait même pas baptisé avant sa mise au PC. A noter que le Pokémon dépendant du climat tenait une eau mystique, augmentant de 10% les attaques aquatiques si portées en combat. Une alternative plus que crédible au mouchoir soie pour Love-Disc. Un peu en amont, ou était-ce en aval, du centre météo, Roméo croisait une Flora dégoulinante de pluie sur son vélo boueux, en plus d'être sacrément revancharde. Malheureusement pour elle, Lovalova et sa nouvelle toute relative puissance venaient à bout de ses Pokémon, y compris Masco, qui ne pouvait pas tanker 2 attaques retour. Oui, retour, parce que le héros avait oublié d'apprendre Laserglace à son compagnon d'amour qu'il aime. En plus de posséder un nom en rapport avec le vent, Alizé, championne de Symmetronel, possédait 5 Pokéballs à sa ceinture, pour 5 Pokémon volants. Pas question alors pour Roméo d'oublier Laserglace cette fois. Déjà que même avec des attaques super efficaces, rien n'était garanti, Tilton dégageait le plancher des vaches d'une seule attaque glace, tout comme Tropius et sa double faiblesse. Une brève escarmouche à coup de retour s'engageait avec Béquipan, poussant Alizé à fouiller dans son sac de soins, d'autant que le Piaf ratait son ultrason par 2 fois. Laserglace se trouvait ensuite plus utile pour taper sur le spécial, tout comme l'était Surf pour faire rouiller un Nermure, lui aussi bichonné par sa dresseuse. Jet de sable aurait pu être un problème,
Il n'en fut rien. Love-Disc ne ratait aucune attaque, et surtout pas son laser glace quadruplement efficace sur Altaria. Une bataille aérienne rudement menée par Roméo qui aurait presque eu honte en voyant les niveaux d'avance de son protégé. Mais franchement, voilà. Dans la foulée, cap vers le sud, un moment qu'on pourrait qualifier de pépèrement à base de pépérade. Il y avait bien quelques gouttes de pluie venues de pays où il ne pleut pas, pour légèrement faire ombre au tableau. Quoique pour faire de l'ombre, la team Aqua était également bien placée. Le Montaigu en remarquait des sbires à quelques encablures du mont Memoria. C'est visiblement là que se rendaient les gougnafiers. Nouvelle séance de bourre-pif donc, au sommet de la montagne sacrée cette fois. Trop tard cependant pour arrêter Arthur, qui avait pris possession d'un mystérieux orbe rouge, juste après Max qui lui s'était rendu maître d'un artefact similaire au reflet bleuté. À cette occasion, le leader Magma avait laissé derrière lui un étrange sceau que l'un des gardiens des orbes remettait à Roméo. Ce dernier s'avérant être un détective de génie, tel Batman, Sherlock Holmes ou encore Panda, voilà que cet indice ramenait le duo de l'amour au mont Chimney, où se révélait une grotte jusqu'alors cachée au regard des simples mortels. Une grotte artificielle, à en juger par tous les engins de forage dispersés dans les lieux. Les sbires Magma avaient de ça d'avantageux que leurs Pokémon pouvaient très difficilement résister à Lovalova et ses nouvelles attaques offensives. De quoi transformer cette excursion en flânerie des plus agréables. Ok, on trouvait au bout du chemin Groudon, une déité liée à la Terre, qui sortait d'une léthargie prolongée grâce au pouvoir de l'orbe de Max avant de dépop, on ne sait où. Un événement qui en perturberait plus d'un. C'est sûr. Mais Roméo s'était construit un sacré blindage au cours des épreuves traversées. Aussi, Max ne pouvait compter sur la gravité de la situation pour prendre l'avantage psychologique au moment de défier notre protagoniste. Quelques surfs plus tard, les adeptes de la Terre battue se voyaient obligés de quitter le cours Suzanne Langlaine. Toujours mu par son mouflère, Roméo redescendait par la suite une nouvelle fois vers Poivre-Sel. Effectivement, si Groudon se terrait, lol, sous un volcan, son pendant aquatique, qu'Arthur recherchait de toute évidence pour également le réveiller, devait taper son roupillon sous l'immense mer à l'extrême est d'Owen. Et pour aller sous la mer, rien de tel qu'un sous-marin que développait le capitaine Poupe à Poivre-Sel. C'est QFD. Oh là là, les méchants bleus, ils volent le submersible. Quel extraordinaire mais néanmoins prévisible aléa propre à faire avancer le scénario. Conscient que la suite des événements se passerait sous l'océan, le Montaigu reprenait la route jusqu'à finalement atteindre Nonu Creek, dernière cité continentale de la région. Une cité où Flora attendait gentiment devant le centre commercial. Coucou Flora! Mais là c'est pas le moment. Ne pouvant quitter la rade de Nonu Creek et se jeter en pleine mer, Roméo se demandait quoi faire, jusqu'à remarquer quelques pas plus haut l'entrée d'une grotte, celle-là aussi artificielle. Une grotte bien mieux aménagée que celle de la team Magma, nonobstant. Faut dire que les téléporteurs, ça donne toujours un cachet indéniable aux planques de méchants. Heureusement d'ailleurs, car il ne fallait pas compter sur les sbires Aqua pour relever le niveau d'opposition. L'admin Mathieu essayait bien de jouer les gros bras avec son rire narquois, ça n'empêchait pas ces trois Pokémon d'être proprement annihilés par un Lovalova n'ayant même plus besoin d'attraction dans son moveset. Ce combat vite expédié n'était cependant pas suffisant pour empêcher Arthur de prendre une nouvelle fois la fuite dans son sous-marin obtenu au rabais, avec l'ambition de trouver le second Pokémon antique caché dans quelconque faille sous-marine. Roméo pouvait certes enfin se lancer dans le grand bain à l'est de Nonu Creek, mais comment plonger sous les remous sans posséder soi-même un U-boot? En possédant la CS plongée, bien sûr. Non content de pouvoir surfer, les Pokémon pouvaient aussi se transformer en explorateurs des fonds marins, pour peu qu'on s'accroche à eux munis d'une ou deux bouteilles d'oxygène. Seulement, une fois n'est pas coutume, Roméo ne pourrait utiliser la précieuse CS tout de suite. Déjà parce qu'il ne la possédait pas, mais également car le brevet de plongée ne pouvait s'obtenir qu'en possédant le 7e badge d'Owen, celui d'Algacia où notre héros mettait déjà pied à terre. Cette deuxième arène insulaire de la région mettait en avant deux choses. Le type psy et les combats duo,
Enfin, pour ce deuxième point, le natif d'Oliville pouvait s'arranger et affronter séparément chacun des dresseurs de la bâtisse. Seuls Lévi et Tatia, les jumeaux exerçant ensemble la profession de champion d'arène, refusaient de se lancer dans cette entreprise hasardeuse, priant Roméo de revenir avec au moins 2 Pokémon dans sa besace. C'est là qu'intervient la notion de participer activement au combat. Vous vous souvenez de Juliette? Ce Magikarp attrapé à Miokara, apparemment sans raison. Et bien voilà que ce Pokémon sans aucune attaque autre que Trempette allait pouvoir connaître son heure de gloire en servant de sparring partner. Désormais satisfait, Lévi et Tatia acceptaient un combat. Kaorin et Xatu vs Lova et Juliette. Équipée de son eau mystique, la vedette de cette histoire frappait évidemment avec Surf, à même de toucher ses 2 adversaires. Mais même en étant doublement sensible à l'élément aquatique, Kaorin ne pourrait tomber en moins de 3 coups. Il en allait de même pour l'oiseau psychique, qui rétamait sans surprise aucune la pauvre Juliette d'un psycho stabé. Derrière, Kaorin clôturait le tour d'un séisme pouvant également venir à bout de Lova en 3 coups. Déjà bien mal embarqué, Roméo s'obstinait pourtant avec la même attaque offensive, mettant ses opposants dans le orange. Xatu sifflait ensuite la fin du match en plaçant un zénith. Comme celui de Chartor à Vermilava, ce soleil assécherait les vagues déferlantes de Lova, sans pour autant faire disparaître les larmes coulant déjà sur les joues de Roméo. Conscients de leur victoire future, les jumeaux soignaient leur Kaorin, lui permettant de résister au laser glace du Love Disc, tout en demandant à Xatu de balancer un second psycho létal. Cette défaite sentait bon le besoin d'expérience pour le petit cœur vaillant. Roméo l'avait parfaitement senti, mais il était d'abord désireux de tenter sa chance une seconde fois, histoire d'être bien sûr. Et aussi un peu par full flemme de se farcir une nouvelle séance d'entraînement dans l'immédiateté. Petite revanche donc, où Lova optait pour laser glace en entrée afin d'affaiblir au maximum Xatu et son potentiel zénith. Xatu qui avait visiblement pris Juliette en grippe, démolissant cette dernière une nouvelle fois avec son psycho. Kaorin, lui, ne changeait pas sa stratégie à base d'attaques sismiques, qui ne pouvait évidemment toucher son partenaire volant. Est-il utile que je le précise? Au deuxième tour, Love Disc revenait aux fondamentaux avec Surf. Un Surf opérant un coup critique quasiment fatal sur le Pokémon Poupargile avant d'être également critique sur le Piaf méditant. Et fatal celui-là, une opportunité bonne à prendre pour le Montaigu, même si son compagnon se retrouvait dans le rouge sur un nouveau séisme, toujours incapable de toucher le nouveau partenaire de Kaorin, j'ai nommé le lévitant Solrock. On va pas se mentir, les choses étaient une nouvelle fois très mal parties pour notre équipé de l'amour. Une hyper potion sur Kaorin faisait que les 2 adversaires étaient full life, sans parler d'un troisième toujours bien au chaud dans sa Pokéball. Solrock n'aurait qu'à frapper d'une pichinette pour mettre un terme au combat. C'était sans compter sur l'invraisemblable. Une nouvelle vague s'écrasait sur le terrain, qui frappait normalement Kaorin, mais critait une nouvelle fois au moment de toucher Solrock, annihilé sur le coup. Celerock venait à la rescousse. Mais tenez-vous bien, le 3e Surf trouvait le moyen d'encore criter sur Kaorin et sur Celerock. Une situation lunaire. 5 coups critiques au total. 5 coups critiques pour l'obtention du badge esprit. 5 coups critiques pour un mystère taraudant Roméo. Comment tout cela était-il possible? Quelles étaient les probabilités pour un tel alignement des astres? On parlait d'une chance monstrueuse. Une chance de... Non, tu n'es pas Coquille-Xiclac. Cette question, turlutant notre héros, ne trouverait pas une réponse immédiate, car un brouhaha se faisait entendre depuis le centre Pokémon. Un brouhaha causé par la team Magma, en route vers le centre spatial d'Algacia. En prenant en otage les employés du dit centre, les Reds pensaient aussi mettre la main sur tout un stock de carburant de fusée. Pourquoi faire, me direz-vous? Max et ses sbires avaient-ils l'intention de coloniser Mars et d'enfin foutre la paix aux habitants de cette planète? Que nenni pio, les ergols ainsi subtilisés ne devaient en définitive servir qu'à une seule chose, faire exploser le mont Chimney. 2 choses donc. Primo, un ergol, dans le domaine de l'astronautique, est une substance homogène employée seule ou en association avec d'autres substances et destinée à fournir de l'énergie à un lanceur spatial, un satellite ou tout autre objet propulsé astronautique. Deuxio, virer le responsable de com de cette team. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a proposé le plan et que quelqu'un a dit « Waouh, ce plan est super, oui, vite, faisons ça !» Non, c'est un plan de merde, suffisamment stupide
vide ce plan pour que Pierre Rochard lui-même soit également venu expliquer aux antagonistes de cesser cette folie. Impossible malheureusement de faire entendre raison à Max et son admin. Une bataille s'engageait alors contre les deux magmas, bataille à laquelle prenait part Pierre Rochard en tant qu'allié de Roméo. Cette longue bataille n'avait rien d'une sinécure, mais je me garderai bien de la détailler, préférant me concentrer sur la suite des événements. Sachez simplement que les Lascar Paguet se voyaient défaits et obligés de se retirer vers d'autres cieux, bla bla bla. Ce sauvetage entériné, le fils Rochard invitait Roméo à le rejoindre dans sa maisonnée, située justement à Algacia. Une maisonnée résolument vide, à l'exception de quelques cailloux mis en évidence sur des présentoirs. Le nanti remettait à notre ami l'ACS plongée. La route vers les profondeurs d'Owen était grande ouverte. Mais pas question de sacrifier un slot de Lova-Lova pour cette attaque difficilement oubliable, en plus de ne pas être très puissante. Roméo avait un autre plan en tête, se rendre jusqu'au pied des falaises d'Eternara et pêcher à l'aide d'une bégacane obtenue lors d'une intrusion involontaire chez l'habitant à Algacia. Une pêche qui s'avérait vite miraculeuse, un joli petit love-disc mordant à l'hameçon avant de se faire attraper dans les filets du natif d'Oliville. Un joli petit love-disc qui aurait lui droit à un surnom fort à propos pour cette aventure. Brel. En hommage au chanteur, hein. Notez qu'en plus d'être désigné plongeur officiel de l'équipée, Brel portait une écaille-cœur. Un détail bien heureux qui aura son importance dans pas si longtemps. Mais revenons au moumouton de Roméo. La traque d'Arthur dans les profondeurs marines. Il ne fallait pas longtemps au Montaigu pour trouver l'entrée d'une grotte subaquatique et s'y engouffrer pour tomber sur le sous-marin volé. Bienvenue dans la caverne fond de mer. Un lieu isolé du monde extérieur où Valentin pouvait s'adonner à son passe-temps favori, faire joujou avec des rochers, et ceci parfois pour résoudre des puzzles naturels étonnamment bien foutus. Le tout sans croiser âme qui vive, sinon une ombre se dégageant de la brume opaque du fond de la grotte, la silhouette d'un immense Pokémon endormi dans le doux roulis de vaguelettes de croupis. Ce Pokémon, le pendant aquatique de Groudon, se nommait Kyogre. Kyogre qu'Arthur se voyait déjà contrôler tel un pantin, grâce à son orbe dérobé au Mont Memoria. Sûr de sa destinée, le leader Aqua entamait la Super Smash Bros mêlée. En vain, ces trois Pokémon ne pouvaient pas grand-chose face à Lova-Lova, qui en profitait pour atteindre le niveau 60. On notera tout de même deux coups critiques facilitant grandement la tâche du petit cœur vaillant devant Graiena et Sharpedo. À l'instar de Max précédemment, s'ensuivait une tentative d'Arthur de prendre le contrôle de la bête antique, sans plus de succès que son némésis. Pire, de la libération de Kyogre et Groudon résultait une perturbation apocalyptique du climat d'Owen. Pas un simple anticyclone en somme. L'épicentre du grabuge se situait dans la légendaire cité d'Atalanopolis. Dans cette arène à ciel ouvert, les deux immenses créatures se livraient un combat sans merci. Un combat entre la terre et la mer. Enfin la terre, un petit bout de rocher entouré de vagues déferlantes, grignoté par une pluie sans fin. Non, vraiment, comment Groudon pensait-il s'échapper de ce traquenard, digne d'un SMS le vendredi soir avec pour intitulé « Juste une bière ». TKT. À la recherche d'un remontant, justement, notre héros tombait sur Pierre Rochard, dont l'âge avancé lui permettait a priori de se fournir en liqueur chez le distilleur clandestin du coin. Mais pas franchement emballé par l'idée d'un dernier pub avant la fin du monde, le fils de son père emmenait plutôt Roméo jusqu'à l'entrée de la grotte Origine. Des bruits couraient sur cette mystique caverne. L'on disait qu'une aide serait toujours apportée à ceux y pénétrant. Une aide qui se nommait ici Marc, ancien champion d'Atalanopolis et accessoirement connu pour sa participation à des émissions de télé-réalité. Marc expliquait à Roméo qu'un troisième Pokémon antique existait, Rayquaza. Le Pokémon des cieux, le Pokémon censé rétablir l'équilibre dans la force et sauver la Terre du milieu de la chasse sauvage. Enfin un truc comme ça. Les contes localisant la bestiole au pilier céleste, une vieille tour située aux confins d'Owen près de Pacifiville, voilà qu'une ellipse fort bien amenée faisait se retrouver nos deux amis au pied du dit pilier. Le moment choisi par Marc pour laisser le natif d'Oliville se débrouiller tout seul, prétextant devoir récupérer une commande Amazon avant la destruction de l'univers. C'est donc seul
que notre Montaigu entreprenait d'escalader le pilier céleste, jusqu'à en atteindre le sommet et tomber sur un Rayquaza, a priori endormi. A priori seulement, car le grand dragon vert faisait alors vibrer ses écailles, se rendant compte que le match entre Kyogre et Groudon risquait à ce rythme de se terminer en prolongation. Volant vers Atalanopolis, la bête immense surgissait ensuite d'entre les nuages pour siffler la fin du combat après consultation de l'avare. De retour à la cité, Roméo pouvait souffler. Ne restait qu'à sermonner Max et Arthur pour avoir juste tenté d'anéantir le monde. Faudra pas recommencer, hein? Ceci fait, Marc félicitait notre héros en lui remettant la CS Cascade, indispensable pour se rendre à Eternara, siège de la Ligue Pokémon. Indispensable aussi était la possession du badge d'Atalanopolis. Remember quand en vous présentant Loftisc en début d'aventure, j'avais exposé le fait que les autres types O allaient clairement lui poser des problèmes? Eh ben ça y est, Roméo allait pouvoir expérimenter grandeur nature cet état de fait dans l'arène O, face au 8e et dernier champion d'Owen, le bien-aimé Juan. Allez, c'était parti. Loftisc contre Loftisc, un duel fratricide dont Lovalova sortait vainqueur après 2 attaques retour. Sur ces entrefaits, Barbicha faisait son apparition sur le terrain. De type eau et sol, la vedette du jour pouvait a priori le two-shot avec Surf. C'était sans compter sur l'amnésie du poisson boueux à même de renforcer sa défense spéciale. Retour à l'attaque retour justement, qui se payait le luxe de criter pour renvoyer Barbicha à son maître. Le début d'une nouvelle série invraisemblablement chanceuse pour Roméo et son compagnon jusqu'à la victoire? Pas vraiment. Fogler brisait rapidement ce doux rêve, passant outre la vantardise préventive de Lovalova, l'évolution d'Obali, frappée d'un plaquage à la puissance décuplée, paralysant le protégé de Roméo et reprenant l'initiative au tour suivant. Une attaque encore, bloquée pour à minima 2 tours le petit cœur vaillant sur sa dernière capacité lancée, à savoir vantardise, à condition de ne pas être paralysé. La suite se voyait cousue de fil blanc. Une défaite, une de plus. De quoi motiver Roméo à revenir aux fondamentaux. En se rendant à Nenu Creek, notre protagoniste usait du pouvoir de l'effaceur de capacité pour faire oublier Surf à Lovalova, car cette attaque ne serait d'aucun gros secours devant Juan. Puis, en retournant à Otekia, il était possible pour le héros du jour de faire un petit coucou au maître des capacités, à même de rappeler aux Pokémon des capacités oubliées, moyennant une écaille-cœur. La même écaille-cœur récupérée lors de la capture de Brel. Vous le voyez venir, c'est Attraction qui se voyait choisi par Roméo pour reprendre sa place dans le set de Lovalova. Je ne me suis pas forcément attardé sur ce point de détail, mais peut-être aurez-vous remarqué qu'en Owen, les dresseurs et dresseuses avaient tendance à posséder des Pokémon correspondant à leur propre sexe. Les hommes possèdent des mâles, les filles des femelles. Seules exceptions, les Pokémon asexués, comme ce putain de Magnéton, et les Pokémon dont les taux de répartition de genre sont à minima déséquilibrés, à l'image du Masco de Flora et du Loftisc de Juan. Roméo avait coupé à la séance d'XP un badge plus tôt grâce au crit à répétition. Elle serait nécessaire cette fois-ci. Revenir au niveau 70 sonnait bien. Un niveau 70 atteint une petite éternité plus tard, à force de combats contre des dresseurs oubliés, dont cette pauvre Flora, toujours plantée devant le centre commercial de Nenu Creek. Notez aussi que cette séance d'XP voyait Roméo s'aventurer dans la grotte Tréfond au nord d'Elgacia, une grotte soumise aux marées et dans laquelle des artefacts apparaissaient et disparaissaient selon la dite montée des eaux. Ici, à marée haute, le héros pouvait récupérer des coquilles Tréfond. Je passerai sur les innombrables tentatives de Lovalova face à Juan, même au niveau 70. Déjà parce que j'aimerais terminer cette histoire avant après-demain, mais aussi parce que... c'est suffisant comme raison, non? De fait, voici en exclusivité la tentative tant désirée. La bataille entre Loftisc se voyait rapidement réglée, bien que Juan s'amusa à soigner son propre petit cœur vaillant. Des retours, toujours boostés par le mouchoir soie, en venaient à bout sans que Lovalova ne soit trop blessé par Vibraqua. Barbicha frappait de façon plutôt correcte avec séisme. 2 retours dont un critique le terrassait avant que la situation ne s'enlise trop. La sacro-sainte association entre la confusion et l'amour se révélait enfin payante devant Fogler, incapable d'en placer une. Et tant mieux, car il fallait absolument éviter de se faire paralyser par son attaque plaquage afin de ne pas hypothéquer les chances de victoire. Pour le reste, même formule.
retour. Retour. Colomar n'avait droit qu'aux lois de l'attraction en guise d'handicap. Pouvant être two-shot par la capacité normale, inutile de se risquer à le rendre confus et booster son attaque déjà très haute de base. Hipporoi, enfin, bien que rapidement empêtré dans ses statuts, le Pokémon Eau et Dragon avait tout juste réussi à augmenter son esquive d'un cran avec reflet, ce qui ne faisait finalement que retarder l'inéluctable. Ne possédant que Vibraqua et Laser Glace en offensive, le compagnon de Juan se retrouvait à plus 6 en attaque, sans qu'aucun risque ne fût encouru par Lovalova, l'occasion pour ce maudit adversaire de s'auto-tarter dans un final exorcisant pas mal de mes propres démons, en plus de faire s'écrier de joie Roméo, Eternara lui tendait grand les bras. Brel se muait en cascadeur aguerri pour emmener cet équipé de l'amour tout en haut de ces falaises fleuries. Restait encore à traverser l'habituelle route Victoire avant de pouvoir se frotter au Conseil 4. Une route Victoire sur laquelle il ne sera pas réellement utile de s'attarder, si ce n'est pour mentionner une rencontre surprenante. Timmy, le petit garçon malingre, entrevu tantôt à Clémentiville, puis Lavandia, apparaissait dans ne sais où dans l'optique de défier Roméo, un combat remporté par ce dernier, et dans lequel Lovalova réussissait un sacré tour de force, mettre KO en un coup le magnéton adverse d'une attaque surf, revenu dans le slot offensif, en lieu et place d'attraction. Un beau pied de Négapi à ce Pokémon abhorré. Concernant le reste des opposants, rien de dramatique, y compris le Tarsal, devenu un magnifique gardevoir. De nombreux autres dresseurs défiaient notre protagoniste dans cette vaste grotte aux plusieurs niveaux, permettant à Lovalova d'atteindre le niveau 73 au moment de franchir une dernière porte et déambuler sur une sympathique petite allée de briques rouges bordée de fleurs aux doux parfums enivrants. Une allée, ça et là surmontée de grandes arches dans le style typique d'Owen. Puis, le dernier bâtiment de la région, le bâtiment qui déciderait du destin de Roméo et Lovalova, la Ligue Pokémon. Mais tant qu'à affronter son destin, Roméo préférait choisir la voie la plus favorable. Je m'explique, bienvenue dans le multivers. Eh oh, si Marvel a le droit de le faire, ben moi aussi. Blague à part. Si je choisis de vous présenter les choses de cette façon, c'est avant tout pour vous rendre cette fin de narration la plus digeste possible. On partira donc du postulat suivant. Imaginez que chacune des tentatives de Roméo à la Ligue Pokémon, et les conséquences qui s'en suivront, feront partie de l'un de ses destins possibles. Bien entendu, tous ces destins ne seront pas couronnés de succès. Non, ça n'est pas du tout une manière déguisée de dire que j'ai potentiellement fait une safe state devant le bâtiment de la Ligue pour y revenir à plusieurs reprises devant l'impossibilité de passer le Conseil 4. Non. Cela étant dit, il y avait quelques préparatifs communs à chacun de ces potentiels destins. Une vente de toutes les CT inutiles amassées par notre héros durant son long périple. Les Pokédollars coulant à flot, cette opération allait de pair avec la suite. Acheter des jetons au casino de Lavandia, 4000 pour être exact. Le tout pour 80 000 Pokédollars, soit 224 € comme j'aime souvent à le rappeler. Un sacré prix tout de même en vue d'acheter une nouvelle CT Laser Glace au comptoir. Pourquoi cet achat ? Pour la même raison, poussant ensuite Roméo à se rendre à Pacifiville, récupérer une CT retour, puis se taper tout le chemin en sens inverse jusqu'à Vergazon pour se voir offrir un exemplaire de la CT Attraction à l'attente de combat local. Peut-être faudrait-il adapter le set de Lovalova entre chaque adversaire du Conseil 4, alors autant se donner la possibilité de réapprendre une attaque oubliée au combat précédent. Dernier préparatif. Avec l'argent restant, il fallait bien entendu passer par l'achat de soins. Inutile de se faire des idées. Toute cette pharmacie ambulante serait plus que nécessaire pour soigner Lofdisk entre les batailles à venir. Les batailles à venir qui allaient commencer dès à présent. Voici venue l'heure du premier destin possible de Roméo. Dans cette réalité, le natif d'Oliville, une fois les préparatifs réalisés, se dit qu'XP est une perte de temps. Le niveau 73, c'est suffisant. En plus, ça rime, c'est donc forcément vrai. Lovalova, avec son set offensif, comptera sur retour, laser glace et surf pour faire des dégâts. Afin d'augmenter ses chances, il pourra au choix porter l'eau mystique ou le mouchoir soie selon la situation. Reste vantardise, qu'il ne faudra jamais toucher, l'attaque n'étant plus disponible chez le Moff Tutor de Poivre-Sel. Notez que Roméo
Roméo en a augmenté les PP avec des objets dédiés, histoire de ne pas en tomber à court durant un combat qui s'éterniserait. Maintenant, le peuple demande du pain, le peuple demande des jeux, le peuple demande des faits. Eh bien, tenez-vous bien, justement, vous n'êtes clairement pas prêts pour ce qui va suivre. Une défaite humiliante devant le Colomar de Damien, premier membre du Conseil 4, adepte du type Ténèbres. Déjà, quand le premier surf tombant sur Graiena, premier Pokémon de Damien, et accessoirement premier Pokémon de la Ligue, n'engendrait pas un chaos, ça sentait clairement la douille. Ça laissait même le temps au chien démoniaque de balancer un jet de sable avant de mourir. Cacturne était ensuite one-shot, mais pas Tangalis dont le reflet restait sans conséquence toutefois. C'est bien contre Colomar que les choses se gâtaient. 2 vantardises dans le vent, laissant le Pokémon crapule, ça ne s'invente pas, placer 2 dans Slam. Un dernier brossage dans le sens du poil réussissait enfin, augmentant à plus 6 l'attaque de l'adversaire. Une fois, n'est pas coutume, la confusion ne portait pas ses fruits, aussi Damien ne se faisait pas prier en usant d'une capacité force ressemblant à s'y méprendre à l'attaque guillotine. One shot, merci, au revoir. En gros drive, ce destin de Roméo s'apparentait à celui de quelqu'un ayant mis les bœufs dans la charrue avant d'avoir pris la peau de l'ours à la boutique de la crémière. Un destin de merde quoi, pardon de dire les termes, j'adore parler romain. Place donc au deuxième destin possible de Roméo. Dans celui-ci, notre héros s'en donnait à cœur joie devant de nombreux dresseurs oubliés, des chenaux d'Owen. Le but, faire atteindre le niveau 80 à Lovalova. Le niveau 80, ça sonne en effet bien, ça rime aussi, mais comment dire que les prophéties en vers n'avaient plus forcément la cote. Cette session d'entraînement s'avérait aussi être l'occasion d'un retour à la grotte Tréfond, cette fois-ci à marée basse. Le moment parfait pour récupérer une grosse poignée de sel Tréfond, dispersée à même le sol humide de la caverne. Roméo trouvait aussi, au plus profond de l'endroit, une glace éternelle, l'équivalent du mouchoir soie ou de l'eau mystique avec le type... Je dois vraiment terminer cette phrase. En quittant la grotte, Roméo pouvait également échanger ses coquillages et sel Tréfond à un Kidam contre la fabrication d'un Grelotcoq. Cet objet fort utile rendait 1/8 des PV qu'infligeait le lanceur à ses adversaires. En quelque sorte, cela transformait toute capacité en une forme de mini gigasensu. Toute proportion gardée bien sûr, on parle des futures offensives d'un Love-Disc. En avant pour une nouvelle histoire Playmobil. Le set de Lovalova serait le même qu'au premier destin étudié. Damien pouvait légitimement trembler. Malgré l'eau mystique, Surf n'opérait toujours pas le one-shot tant convoité face à Graiena. Ce dernier décidait d'apporter sa propre pierre dure à l'édifice en jouant Damoclès et ses dégâts de recul bien connus. Cacturne ne pouvait logiquement pas plus supporter Laser Glace, tout comme Tangalis ce coup-ci. Colomar nécessiterait lui au moins 3 attaques retour. Merci l'intimidation de Graiena. Au final, Surf était plus puissant, à l'instar de la force du Pokémon aux ténèbres, ceci grâce à une première dans Slam. Anticipant le soin de Damien, Love-Disc jouait son va-tout avec une vantardise avant de balancer une nouvelle fois Surf et prier très fort Arceus. Prière presque exaucée. Quelques minuscules PV sauvant Colomar sur son auto-prise de bec / prise de pince. Pas avare en guérison, Damien remettait à nouveau les PV de son foutu crabe au maximum. Malheureusement, 2 bons rolls de Surf suffisaient à enfin passer cet adversaire dangereux au possible. Plus dangereux qu'Absol en tout cas, dont la présence sur le terrain se limitait à un barbotage forcé au milieu des vagues. Une victoire méritée pour Roméo et Lovalova, bien qu'en partie décidée sur un tour de confusion. Faudrait-il encore jouer à ce point des coudes face à Spectra, la maîtresse des fantômes? Peut-être bien, mais tout d'abord, il ne fallait pas gaspiller ses PP inutilement. Heureusement, Terraclope ne surabusait pas du tout de son talent pression, qui forçait à utiliser 2 PP au lieu d'1 pour attaquer, en usant lui-même de 2 abris en ouverture du combat. Bref, bien que tanky, un Surf et un Laser Glace suffisaient à exorciser la sous-évolution de Noctu Noir. Branette tombait à son tour quelque temps plus tard, en occasionnant pas trop de dégâts à Lovalova. Sa quasi-jumelle se fendait-elle d'une rancune, capacité faisant tomber à 0 les PP d'une attaque qui viendrait mettre KO le lanceur au tour suivant. Disons donc ensemble au revoir au point de pouvoir de Laser Glace, laissant Love-Disc avec seulement Surf pour disposer d'encore 2 Pokémon.
Ah non, plus qu'un seul en vérité, Ténéfix ne présentant pas les mêmes statistiques défensives que ses comparses. Un dernier Terraclope, incapable de mettre fin aux hostilités avec Balombre, devait ensuite déguerpir avec 2 derniers Tsunami. Comme quoi, nul besoin de s'adonner à quelconque technique lâche lorsqu'on tape suffisamment fort, et qu'on a une vingtaine voire trentaine de niveaux d'avance. Ne jugez pas trop Roméo pour ça. À ce stade, son attachement pour Love-Disc tanguait dangereusement vers l'idée de l'abandonner au bord d'une route. Je t'aime, je te hais. Je t'aime, je te hais. Je t'aime, je te hais. En parlant de haine, parlons du combat contre Glacia, maîtresse des glaçons. Le gros souci avec Glacia, c'était clairement sa propension à posséder des fogleurs et un Keymorse avec leur type eau en plus du type glace. Il y avait ainsi obligation de les taper avec retour. Pas la meilleure des options offensives, vous en conviendrez. 3 coups de l'amitié seraient nécessaires pour venir à bout du premier des phoques. C'est dire, 3 coups ou jouer sur les dégâts d'une confusion via vantardise. C'est ce qui se passait ici, Lovalova ne subissant que les dégâts de la grêle dans l'opération. Oniglali pouvait lui être tapé avec Surf. Encore que Mur-Lumière venait rendre cette option caduque. Retour à retour, avant le retour, quelle incroyable vanne, d'un fogler sur le pré glacé. La banquise quoi. À la manière du premier de ses confrères, Vantardise semblait la bonne option pour passer cet ennemi. En définitive, ça passait. Surtout parce que Fogler préférait relancer la grêle sur l'un de ses tours viables avant de se prendre quelques dégâts de recul salvateurs sur une Damoclès bien puissante. De quoi laisser Lovalova à seulement 27 puis 16 PV devant le second Oniglali, grelon sur la tronche, oblige. Pas besoin d'un dessin. La messe était dite sur cette tentative. À dire vrai, plus d'une messe serait prononcée dans cette cathédrale de glace que devenait l'antre de Glacia. De quoi en faire rédiger toute une Bible à Roméo. De quoi faire toute une autre vidéo, toute une autre histoire, rien que sur ce combat. Pitié! Non, le seul motif d'espoir, la seule petite lumière émanant du bout de l'hypothétique tunnel, le grelocoq. Les PV rendus à Love-Disc lui permettaient de compenser les dégâts au final bien emmerdants de la grêle, en plus d'éventuellement voir venir une offensive adverse avec plus de largesse. En résultaient même des tentatives très intéressantes où le petit cœur vaillant parvenait à rencontrer le Keymorse de Glacia. Un Keymorse dont vous pourrez connaître le background et les exploits passés en découvrant la jeunesse de Glacia. Une histoire que j'ai traitée sur cette chaîne, je vous ai laissé le lien en description. J'assume totalement ce placement produit. Non content de rater sa première vantardise, Lovalova révélait une fois de plus sa résistance quasi nulle au plaquage de son adversaire. La paralysie ne tombant pas sur ce coup, le tour suivant voyait enfin partir le pipotage à même de blesser le morse dans sa folie. Hélas, privé du bonus du mouchoir soie, retour équivalait à une pichenette et la confusion adverse ne pouvait sauver la situation. Ah, et évidemment, inutile de penser à rendre amoureux les Pokémon de Glacia, hein? Ce sont toutes des femelles. Mais de la plus profonde des obscurités peut parfois surgir le soleil. Ici, le natif d'Oliville s'employait à monter Lovalova au niveau 85, en ayant toujours récupéré le grelocoq de la grotte Tréfond. Ce gain de puissance, a priori anecdotique, allait faire une grande différence au moment de défier le Conseil 4. Damien et Spectra étaient vaincus dans des circonstances peu ou prou identiques au destin précédent. Contre Glacia, une tentative bien menée permettait au petit cœur vaillant de se retrouver une nouvelle fois devant Keymorse. Plutôt que de tergiverser, Roméo ordonnait à son compagnon d'immédiatement frapper, et ceci pour pousser le plus tôt possible le dernier Pokémon adverse à consommer sa Bessitrus. On remerciera Arceus pour la non-paralysie sur les plaquages encaissés. Ceci fait, une vantardise transformée entre les perches offrait une ouverture inédite à l'équipée de l'amour. Un bon rôle de retour, s'il vous plaît. Et voilà, quelle joie d'enfin passer cette blonde décolorée. Un soulagement tel qu'on se passera d'un commentaring au tour par tour pour le dernier membre du Conseil 4, Aragon et ses Pokémon dragons. Entendons-nous bien.
Trop peu de combats déterminants du scénario avaient d'entrée souri à Roméo, lessivé comme Jaja au bout de cette aventure. Alors qu'un adversaire puisse à ce moment précis ne présenter aucune grosse résistance, faiblesse à laser glace oblige, plus la glace éternelle en objet, eh bien ça se savoure comme une raclette en plein été. Ce sont les meilleurs. Diantre, Fichtre, Giratina et Damnation. Il restait un adversaire à affronter. Marc. Un homme donc, jusqu'à preuve du contraire. Une occasion toute trouvée de faire revenir Attraction dans le set de Lova Lova en lieu et place de Laser Glace, qui ne serait pas franchement utile. Marc était un maître du type O pour le plus grand bonheur de Roméo. Allez, si c'était passé contre Juan et Glacia, ça passerait ici. En quoi ça pourrait être pire ? Alors, vous voulez une liste exhaustive ou un point précis pour vous expliquer l'impossibilité de passer ce combat ? Je vous écoute. Ah oui, c'est vrai, on n'est pas en direct. Va pour le point précis. Il est temps de mettre un terme aux souffrances de Roméo. Ce putain de fumier, de merde, de brosse à chiottes du fin fond d'une aire d'autoroute moldave, un soir de pluie alors que votre voiture est en panne avec 2 pneus crevés, j'ai nommé Tentacruel. Outre le fait que Roméo s'est vu pousser des cheveux blancs, à force de buter sur ce Pokémon ne coopérant jamais, même ensorcelé par Attraction et rendu confus, dites-vous bien que cette saloperie de rang royal possédait Toxique. Vous connaissez le principe du poison grave et ses dégâts augmentant à chaque tour qui passe ? Eh bien, combinez ça à la sempiternelle technique de l'amour et de la confusion, qui prend forcément du temps. Et encore ça, c'était sans compter sur le ludicolo de Marc, avec ses reflets, sa vampigraine et ses gigasangsues le rendant très vite incontrôlable, si pas maîtrisé très vite. Et encore ça, c'était sans compter que même sur une tentative où Tentacruel daignait enfin prendre ses confusions, ou écouter son cœur, le Milobellus qui suivait possédait aussi Toxique. En clair, c'était mort. Roméo avait beau user de 2 super bonbons trouvés au fond de son sac pour monter Lova Lova au niveau 89, rien n'y faisait. Sinon patienter jusqu'à la run parfaite où aucun Pokémon de marque ne pourrait attaquer. Mais perso, j'ai quand même prévu des trucs dans les 75 prochaines années. Fort heureusement, si ce destin possible se trouvait dans une impasse, il en restait un dernier. Un destin possible que Roméo souhaitait absolument s'épargner, mais à la guerre comme à la guerre. Monter au niveau 100. Simple, efficace, terriblement long. Encore qu'avec les 2 bonbons toujours bien présents dans le sac de cette temporalité, la torture ne durait que jusqu'au niveau 98, un petit goûter s'occupant des 2 niveaux restants. On prendra le temps d'admirer les incroyables statistiques finales de Lova Lova. Du grand art. Et blague à part, vous croyez que j'ai monté un Love Disc au niveau 100, ça peut se mettre dans un CV ? Assez parloté, finissons-en. Enfin, s'il est possible de finir cette histoire. Damien, expédié. Spectra, vaporisé. Glacia, tenace, mais allez comprendre, les niveaux supplémentaires rendaient la bataille jouable, à défaut de la rendre facile. Aragon ? C'est qui Aragon ? Retour face à Marc, pour une première tentative qui serait déterminante dans l'appréciation du combat et ses éventuelles tournures, maintenant que Lova Lova était au maximum de sa puissance. Contre Wailord, la bataille des cœurs s'ouvrait sur Attraction, laissant tout de même la baleine bleue jouer une danse pluie. Une pluie boostant suffisamment Surf pour que cette dernière attaque soit un potentiel two-shot malgré le côté peu efficace de l'eau contre l'eau. Le lead de Marc résistait ensuite à son attirance pour frapper raisonnablement avec Damoclès, avant de tomber sur une deuxième vague bien sentie. Le Grelocoq, choisi pour cette grande finale, restaurait un peu les PV de Lova Lova avant que ne débarque le Pokémon signature de Boule Disco, Ludicolo. Conscient du danger que représentait ce Pokémon et son set, le petit cœur vaillant évitait les préliminaires, préférant d'emblée asséner un retour de l'amitié, suffisant pour envisager là aussi un two-shot. Mais encore fallait-il que le reflet ennemi ne vienne pas plomber cette dynamique.
Évidemment que si. Heureusement, la défense spéciale, à la limite du correct de Lovalova, permettait d'encaisser sans trop broncher Giga Sensu. Au tour suivant, une capacité faisant mouche permettait de mettre fin aux agissements du Pokémon eau et plante. Place à Tentacruel. Roméo ne voulait laisser aucune place au hasard. 2 attaques retour et une énorme prière sur le tour d'attaque de l'immonde adversaire. Pas de toxique, ou pas d'empoisonnement simple sur la bombe Burk qui partait. Amen. 3-0. Mais Milobellus pouvait tout autant détruire cette belle tentative. Plus résistant que ses comparses, la magnifique évolution de Barpo avait droit au combo Amour-Folie, ce qui ne l'empêchait pas de s'en foutre allègrement et lancer Surf. Les offensives reprenaient côté Vérone, en même temps que Milobellus passait une deuxième fois de suite sa vague absolument pas dévastatrice. Puis, Lovalova souhaitait déjà économiser quelques PP de retour en jouant Surf, espérant ainsi activer la baie Citrus du Pokémon Tendre, ce qui dans le cas d'une confusion transformée suffirait potentiellement à faire suffisamment remonter sa vie pour que Marc ne dégaine pas une guérison. Ouais, c'est technique, ouais, mais parfois la technique, ça fait la différence. Comme ici. Il ne restait plus que 2 Pokémon à Marc, à commencer par un Barbicha. Se souvenant de celui d'Orwan, qu'il était impossible de rendre amoureux de par son talent, le Love-Disc vedette profitait de son deuxième type sol pour envoyer son propre stab haut, qui critait un one-shot noyant Barbicha dans la vague d'un regard amoureux. Et si c'était la bonne? Un ultime face-à-face avec un Léviator et son intimidation en déciderait. Une intimidation qui de fait baisserait les dégâts occasionnés par retour. Alors pas question de se passer de l'amour. Un amour réciproque sur le premier tour du Léviator, mais pas sur le second, où après avoir encaissé l'habituelle attaque normale, le Pokémon au vol dansait pour augmenter son attaque et sa vitesse. Le moindre coup serait synonyme d'un retour à la maison. Il fallait taper. Et prier, encore une fois je sais, prier très fort. Coup critique. Waouh. Roméo n'avait pas les mots. Dans cette version de sa destinée, les 5 membres de la Ligue venaient de tomber tour à tour du premier coup. Voilà Roméo, roi du monde, apte à vivre au sommet. Le voilà, roi du monde, libre de faire ce qu'il veut, jour après jour, nuit après nuit. Libre d'ignorer complètement Flora et Seco, venus en spectateurs retardataires, n'entendant qu'un bourdonnement dans ses oreilles, n'entendant que la palpitation de son cœur. Il marchait désormais aux côtés de Marc dans la salle du Panthéon afin d'y inscrire son compagnon de toujours, son compagnon de l'amour, Lova. Maintenant, Imaginez que ce destin ne s'arrête pas encore ici. Imaginez que sur le retour vers Bourg-en-Vol, notre protagoniste reçoive un message sur son Pokénav. Mais oui, le Pokénav, ce gadget assimilable à un téléphone portable que Roméo avait reçu des mains de Monsieur Rochard au tout début de son aventure. Cet artefact dont je n'ai absolument jamais parlé avant dans cette histoire. Imaginez donc le message suivant. Rendez-vous au site Météore, où l'on dit que toutes les choses prennent fin. Imaginez ensuite qu'avant d'aller retrouver et embrasser ses parents, Roméo réponde à ce message en se rendant au dit site Météore, et que là, au fin fond d'une galerie, se tienne Pierre Rochard, désireux d'affronter le néomètre dans une bataille amicale. Un Hermure niveau 77 en guise de lead, ça promettait pour la suite. 2 attaques surf en disposées, là où le Piaf préférait poser une rangée de picots parfaitement inutiles. Une série de la même attaque finissait par mettre KO Galeking, dont le séisme frappait tout de même bien fort. Venait ensuite un Vassilis, Pokémon issu de la résurrection d'un fossile racine grâce à la technologie de la Devon SARL, autrement dit la compagnie du papa de Pierre. Foutu privilégié va. Face à cet adversaire de type plante et roche, le mieux restait encore de jouer une 789e fois sur l'amour et la confusion avant de taper la bestiole avec un laser glace recouvré, une attaque glace super efficace, mais laissant suffisamment de PV à Vassilis pour lui-même infliger une confusion à son adversaire.
En vain, le deuxième laser passait, obligeant Rochard à lancer Kaorin. Le fils de son père jouait même d'une sacrée malchance, voyant la confusion de Lovalova s'estomper juste avant un surf dévastateur. La poupée d'argile répliquait d'un séisme extrêmement agressif, mais encore une fois, le grelocoq avait parfaitement joué son rôle pour ramener Love-Disc à un niveau de PV suffisant. Un nouveau super efficace explosait ensuite logiquement le Lévitant. Pierre avait encore 2 as dans sa manche, à commencer par un Métalos asexué et dont il faudrait impérativement qu'il prenne ses confusions avec vantardise. Plus rien ne semblait pouvoir stopper la 4e destinée de Roméo. C'est exactement ce qui se produisait, provoquant le chaos du méga ordinateur quelques tours plus tard. Dernière race donc pour Pierre. Armaldo, un Pokémon sensible à Surf, à tel point que le one-shot n'était pas loin. Le deuxième fossile relançait le suspense avec pouvoir antique, dont la capacité à augmenter toutes les statistiques du lanceur 10% du temps s'activait. Le collectionneur de pierres usait bien d'une guérison au tour suivant, seulement... Après 2 nouvelles attaques Surf, la victoire revenait à Roméo. Du premier coup, ça serait faire injure à quelques autres destinées légèrement moins heureuses, mais je crois qu'à ce stade, vous comme moi ne souhaitons qu'une chose: voir triompher cette équipée de l'amour au bout d'une aventure qui en appellera d'autres. Mais pas tout de suite, hein? Et c'est ainsi que s'achève cette histoire en ON. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me le faire savoir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle série qui devrait prendre place en Johto. En attendant, prenez soin de vous, surtout par les temps qui courent. C'était le père Castorno. Bella, ciao ciao ciao.